Certains auteurs ont dit « Attention, it's not in your mind ». Gluten, it's not in your mind. Attention, les gens qui ont une intolérance au gluten, c'est pas dans leur tête. Ils ont vraiment une souffrance. D'autre part, quelqu'un a dit « Leaky gut, leaky brain ». Oui, croyez bien qu'il existe des pathologies dont vous souffrez. Non, ce n'est pas dans votre tête. Quand vous vous grattiez partout au point d'en pleurer, les patients sont venus me voir au départ, mais surtout, ils ont vu une personne qui écoute, qui les écoute longuement. Pendant 20 minutes, j'écoute ce qu'ils me disent. Et puis, qui les croit. Qui leur dit pas « Non, c'est dans votre tête, vous n'avez rien ». Et qui leur dit « Vous avez bien quelque chose, je vais chercher ». Bien là aussi, si vous avez des douleurs dans le ventre, croyez bien que vous avez des pathologies et qu'il faut les chercher. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Bonjour professeur Philippe Herbert. Bonjour Nicolas. Bienvenue pour ce deuxième épisode qu'on fait ensemble. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, j'ai un bon souvenir du précédent. Ici, oui, en effet, on avait déjà fait un épisode qui parlait plutôt du lien intestin-peau. On avait beaucoup parlé du lien intestin-peau et des parasites lors du premier épisode. Ici, on se voit lors de la sortie de votre troisième livre. Oui, on ne les compte plus. Disons que le deuxième chez Trédaniel et c'est le quatrième, en fait, véritablement. Qui s'appelle « Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins ?» qui vient de sortir la semaine dernière, ici en mars 2026. Et dans lequel vous décrivez une maladie inflammatoire intestinale réelle que les examens classiques ne voient pas et qui peut expliquer les années de souffrance ou d'errance chez des patients à qui on dit que c'est dans leur tête. On va décrypter un petit peu tout cela ensemble pendant ce podcast. Mais avant de commencer, j'ai remarqué que le titre était une question. Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins ? À quoi fait référence le titre du livre ? Dans le sens, est-ce que c'est une question qu'on vous a posée depuis des années ? Quelle est un petit peu l'origine du nom de ce livre ? Parce que vous aurez pu en donner beaucoup. Oui, et on a beaucoup réfléchi. Donc, il y a deux idées derrière ce titre. C'est vrai qu'il y a des personnes qui savent qu'ils ont quelque chose dans les intestins. Ils ont une maladie, mais on n'a pas pu la déterminer. Ils ne savent pas quoi. Ils souffrent des intestins, nous le verrons tout à l'heure, mais ils ne savent pas quoi. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont compris que beaucoup de maladies partaient de l'intestin. Que ce soit une maladie neurologique, certains cas de paralysie, certains cas de maladie centrale, comme la maladie de Parkinson et autres. Et toutes ces personnes savent que ça pourrait venir des intestins. Et donc, ils se disent, est-ce que ma maladie de peau, ma maladie neurologique, ma maladie ostéo-articulaire ne viendrait pas également des intestins? Donc, la question est double et nous allons voir qu'on aurait probablement une solution à un certain nombre de situations. Et à qui s'adresse ce livre ? Donc, en principe, ce livre s'adresse à tout le monde. Tant qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur, tant qu'on n'a pas vu les photographies qui y sont, tant qu'on n'a pas vu qu'on répond à la plupart des questions qui sont posées sur les symptômes et sur d'autres choses, eh bien, on ne saura pas si oui ou non on est affecté de cette maladie intestinale. Donc, j'imagine que ça vient aussi de ce que vous observez pas mal dans votre pratique. Oui. Quel est donc quelque part, on peut imaginer que vous avez un peu écrit aussi ces livres pour vos patients ou pour pouvoir parler au plus grand nombre parce que vous ne pouvez pas voir tout le monde en consultation. Exactement. Quel est un peu le point commun des patients pour lesquels vous avez écrit le livre ou que vous recevez en consultation ? Nicolas, je n'ai jamais tant vu de patients souffrir véritablement d'une maladie intestinale que depuis ces 7-8 dernières années, peut-être même 6 dernières années. Des personnes qui, tous les jours, viennent pour des douleurs abdominales très importantes qu'on n'arrive pas à résoudre. Les personnes ne trouvent pas de solution. Ils ont consulté maintes et maintes fois. Ils ont des troubles fonctionnels, c'est-à-dire la diarrhée, la constipation. D'autres ont une énorme fatigue. D'autres se qualifient de fibromyalgiques. Bref, des patients qui sont en souffrance véritablement. Et je pense que petit à petit, j'ai réussi à décrypter des phénomènes communs à chacun. Et nous allons les voir tout à l'heure. Des antécédents communs, des symptômes communs, la façon d'exprimer la maladie commune. Et petit à petit, j'ai cru comprendre qu'il y avait une cause à tout cela, mais qu'on ne voyait pas forcément. Quand on voit, c'est facile, le gastro-entérologue a fait le diagnostic, c'est une maladie de Crohn
ou une rectocolite ou une maladie inflammatoire haute de l'intestin. Mais lorsqu'on ne voit pas, on ne peut pas dire aux personnes, il n'y a rien, c'est dans votre tête. Non, il y a bien quelque chose. Et ce bien quelque chose, je le démontre avec des signes sur la peau qui n'existent que chez les gens qui ont cette maladie, ou des signes biologiques qui sont véritablement là et qu'on ne peut pas nier. C'est vrai que dans ce que vous dites ici, on le ressent dans le livre, que vous avez longuement été convaincu de quelque chose que peu de gens ou personne autour de vous ne voulaient entendre, qui aujourd'hui commence, j'ai l'impression, à faire un petit peu ce chemin. Comment est-ce qu'on vit avec ça, d'être un petit peu en avance sur son temps? Oui, c'est pas facile. Et ça me fait penser à ceux qui, dans les années 2012, ont déjà soulevé le rôle d'un des facteurs qu'on verra tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, c'est pas facile. Ça a été la même chose avec les parasites. Pendant 30 ans, combien de fois m'a-t-on moqué, ri de moi, si vous allez voir un ver, il va vous trouver des parasites. Mais oui, je trouvais des parasites parce que les gens sont véritablement parasités. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui le dis, ce sont les patients qui le disent eux-mêmes ouvertement. Depuis que j'ai lu votre livre sur les parasites, je savais vraiment que j'avais des parasites, je me suis traité et tel problème a été réglé, je n'ai plus de douleur abdominale, je dors la nuit, je n'ai plus ces souffrances et démangeaisons, etc. Mais je lis encore sur des réseaux sociaux des personnes malveillantes écrire, oui, de toute façon, un ver, c'est les parasites et le gluten. Mais les parasites touchent en effet plus de 80% des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont soit des démangeaisons, soit de l'urticaire. Et c'est quand même triste d'avoir été chef d'un service de dermatologie, d'avoir parlé des parasites et de voir qu'en fait aujourd'hui, toute une série de médecins qui ont été formés ne s'en préoccupent pas et n'ont pas d'autre idée d'ailleurs devant des démangeaisons, devant de l'urticaire. Or aujourd'hui, c'est démontré, non pas par moi, plus par moi, mais par d'autres, des auteurs allemands, etc. Oui, la cause des démangeaisons, la cause des urticaires chroniques, la cause de beaucoup de problèmes, ce sont les parasites. Eh bien, aujourd'hui, on arrive avec cette maladie où, là encore, on va me faire le reproche d'avoir mis le doigt sur le gluten. Sauf que, quand on regarde l'histoire de ce gluten, oui, tout porte à croire qu'il est en cause dans un bon nombre de maladies. Je ne veux pas dire toutes les maladies parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la totalité de la science en moi, mais je peux dire que 90% des personnes qui viennent me voir pour des problèmes pathologiques intestinaux ont cette double maladie due au gluten et au lait de vache, mais qui n'est pas que ça. Cette maladie va aller plus loin jusqu'à fabriquer une maladie inflammatoire de l'intestin qu'on ne voit pas, mais dont on dépiste des signes biologiques, des signes cliniques que j'appelle l'entérite microscopique. Donc en effet, dans ce livre, vous parlez justement, vous nommez cette maladie de l'entérite microscopique. C'est un terme que vous avez vous-même défini. Pourquoi ce mot? Pourquoi microscopique? D'où est-ce que ça vient? Parce que si je me trompe pas, c'est nouveau comme oui, c'est un terme terminologie. Nouveau qui a été employé à peine quelquefois pour des choses un peu différentes. Mais pourquoi? Il fut un temps, il y a même quelques mois, je voulais appeler ça la maladie de Lebwohl. Pourquoi maladie de Lebwohl? Parce que le docteur Lebwohl, qui est un gastro-entérologue aux États-Unis, a fait un article en 2015, donc ça fait 11 ans, c'est pas vieux, où il définit la maladie cœliaque et la maladie non cœliaque. Parce que nous savons, depuis 1986, mais véritablement depuis 2012, grâce aux travaux du docteur Volta, qu'il y a une véritable sensibilité au gluten chez les malades qui ont mal au ventre. Il l'a appelé gluten sensitivity. Puis d'autres l'ont appelé non-cœliaque gluten intolérance ou non-cœliaque gluten sensitivity. Et donc, ça a été repris par 2 ou 3 personnes et dernièrement par Lebwohl. Comme je n'avais vu au départ que l'article de M. Lebwohl qui m'avait vraiment intrigué et puis intéressé, puisque je me suis dit, c'est fort bien un gastro-entérologue qui ne nie pas l'existence d'une vraie maladie de l'intestin due au gluten et qui n'est pas la maladie cœliaque. Donc, j'ai voulu l'appeler comme ça et puis petit à petit, je me suis rendu compte que Lebwohl n'était pas le premier à l'avoir décrit, il y en avait d'autres et il faudrait peut-être donner le nom de maladie de Volta, mais surtout, c'est que arrêter le gluten et le lait de vache va être certes important, mais pas suffisant. C'est-à-dire que derrière, il y a une vraie maladie qui s'est déclenchée. Et cette maladie, elle a des marqueurs biologiques, on verra, et des symptômes cliniques.
D'où le terme entérite, parce que pour moi, c'est une maladie inflammatoire du petit intestin. Pourquoi dis-je du petit intestin? Parce que le gros intestin est investigué. La plupart des malades ont eu des coloscopies, plusieurs, 1, 2, 8, 10 parfois. Et on leur dit, il n'y a rien. Donc, vous n'avez rien. Or, on sait que quand une coloscopie est normale, ça peut être le cas dans la moitié des maladies de Crohn. Donc, pourquoi dire à un malade, votre coloscopie est normale, vous n'avez rien? On devrait dire, vous avez mal au ventre, c'est tous les symptômes du Crohn. Si j'avais vu des aftes dans le côlon, j'aurais dit Crohn. Là, je ne vois rien et je dis, il n'y a rien. Non, il y a peut-être un Crohn, mais un Crohn qu'on ne voit pas. Et du coup, je l'ai appelé entérite microscopique, parce qu'il y a bien une inflammation de l'intestin. Et entérite, on dirait colite pour le gros intestin, on dit entérite pour le petit intestin, intestin grêle, et microscopique parce qu'on ne la voit pas, en effet. Et cette entérite microscopique, pour vous, c'est un stade avant la maladie de Crohn ou la rectocolite, ou c'est plutôt une maladie à part entière qui va pas forcément se développer vers ça? Comment est-ce que vous la positionnez? Alors, je pense que c'est une maladie à un temps précis, celui où je vois les malades, c'est une vraie maladie propre. Il s'avère que, et ce sont les malades qui me l'ont appris, que ça peut ensuite donner des lésions visibles en coloscopie ultérieurement. Je me souviens d'un patient qui a écrit « C'est fantastique, Humbert avait vu que j'avais une maladie de Crohn 4 ans avant les autres. » C'est-à-dire que ce patient avait eu des examens coloscopiques, on n'avait rien vu, il avait eu des examens même entéro-IRM, on lui avait dit « Vous n'avez rien ». Moi, je l'avais vu, ce patient, je lui ai dit « Vous avez quelque chose, vous avez une maladie du au lait de vache au gluten et appelons-la entérite microscopique ». Et 4 ans plus tard, à l'occasion d'une coloscopie pour des polypes, parce que dans sa famille, on avait trouvé des polypes, on trouve la maladie de Crohn. Donc, ça pourrait être là le point de départ d'une maladie qui est évolutive. Et on parlera plutôt des solutions un peu plus tard dans l'épisode, mais est-ce que du coup ça se traite de manière un peu similaire, ou on est vraiment dans une façon d'aborder les choses totalement différente que sur ces pathologies-là? Alors, au départ, je n'étais pas fait pour m'intéresser aux maladies gastro-entérologiques. D'une part, je suis pas gastro-entérologue. Les gastro-entérologues ont une spécialité qui est très difficile, qui est très complexe, et où ils font preuve d'intelligence, j'allais dire, de réflexion, mais également de gestes techniques. En tant que spécialiste de médecine interne, on a le droit de s'intéresser à ce qu'on veut. Des internistes s'occupent du diabète, d'autres de l'hypertension, d'autres des maladies neurologiques. Et là, de fait, j'ai été amené à m'intéresser aux maladies intestinales. Pourquoi? Parce que les patients sont venus me voir au départ, mais surtout, ils ont vu une personne qui les écoute longuement. Pendant 20 minutes, j'écoute ce qu'ils me disent. Et puis qui les croit, qui leur dit pas « non, c'est dans votre tête, vous n'avez rien ». Et qui leur dit « vous avez bien quelque chose, je vais chercher ». Et effectivement, il y a 5 ans, je cherchais, je n'avais pas trouvé ce que j'ai trouvé aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir des patients que j'avais vus il y a 5 ans pour savoir comment ces patients ont pu aller mieux, parce qu'ils m'ont fait savoir qu'ils allaient mieux, mais j'avais une façon de les prendre en charge qui faisait qu'ils allaient mieux. Et donc, petit à petit, je me suis intéressé à cette maladie gastro-entérologique. Et j'ai accumulé un certain nombre d'éléments, et croyez bien que le jour où j'ai eu cette vision que les signes que je voyais sur les genoux, sur les coudes, sur les cuisses des malades étaient spécifiques d'une maladie de l'intestin due au gluten, alors là, j'ai eu cette vision, révélation que oui, il y avait bien une maladie due à cela. Parce qu'il y a les marqueurs, les stigmates cliniques, là où la biologie est négative, les anticorps de la maladie cœliaque sont négatifs, ce qui rend très difficile d'incriminer le gluten, voyez-vous. Et donc, quand on parle de cette entérite microscopique, quel est le lien avec aujourd'hui les personnes que l'on diagnostique ou que l'on prédiagnostique sous le syndrome de l'intestin irritable? Donc aujourd'hui, il y a un réel diagnostic médical qui peut être posé sur le syndrome de l'intestin irritable, qui est plutôt un diagnostic d'exclusion. Comment est-ce que vous voyez ce que vous décrivez ici? Alors, par rapport au... Il faut respecter tous ceux qui se sont investis sur l'intestin irritable, parce que faute d'éléments, ils ont quand même évoqué la possibilité d'une maladie, mais qu'on ne voit pas, non plus. Le terme irritable me pose question. Il est irritable en quoi? Le côlon était irritable. Alors quelqu'un me dit oui, mais c'est irrité. Mais le côlon n'est pas irrité puisqu'on ne voit rien en coloscopie. Alors peut-être est-ce des marqueurs biologiques, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est une situation d'attente, parce que quand on regarde les symptômes qui définissent
le syndrome du côlon irritable, ce sont les mêmes symptômes de la maladie de Crohn, si celle-ci avait des marqueurs endoscopiques et biologiques, comme la clairance de l'alpha-antitrypsine, comme les anticorps anti-Saccharomyces par exemple, mais ce sont les mêmes symptômes que ceux que j'ai dans l'entéropathie, dans l'entérite microscopique. Or, dans l'entérite microscopique, j'ai des marqueurs biologiques particuliers et des antécédents particuliers. Et on va parler un peu de ces marqueurs après, mais qu'est-ce qui déclenche, du coup, parce que vous disiez, voilà, il est irrité, mais irrité par quoi? Qu'est-ce qui, pour vous, déclenche l'entérite microscopique? Comment est-ce que ça s'installe? C'est vraiment très curieux et je suis encore en train de me poser beaucoup de questions. Il y a des personnes qui vont très bien. Et puis un jour, ils ont un problème dentaire et apparaissent à ce moment-là des symptômes intestinaux qu'ils n'avaient jamais eu. D'autres, le décès du papa. Et puis, apparaît une vraie maladie inflammatoire intestinale, qu'on va définir. Et puis d'autres, c'est un repas particulier. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui va déclencher cette maladie. Alors, la littérature médicale nous apprend beaucoup de choses. Si on regarde bien, on s'aperçoit que les personnes qui ont été opérées de l'appendicite sont des personnes qui, plus volontiers que les autres, vont faire la maladie de Crohn, telle qu'elle est définie par les gastro-entérologues. Et donc, probablement, ceux qui ont eu une appendicectomie vont peut-être faire une entérite microscopique. Donc, il y a des symptômes aigus d'appendicite qu'on peut relier plus tard à l'existence d'une vraie maladie de l'intestin. D'autre part, on s'aperçoit que des personnes vont attraper des gastro-entérites à salmonelle, donc en quelque sorte une fièvre typhoïde. Quelqu'un qui, dans son histoire, a une fièvre typhoïde, probablement va, quelque temps plus tard, développer une maladie de Crohn vraie ou maladie de Crohn du petit intestin. Donc, s'il n'a pas la chance d'avoir les symptômes classique du Crohn, on lui dira qu'il a rien, et c'est ça qui est dommage. Moi, je lui dis, non, vous avez une vraie maladie, l'entérite microscopique. Donc, le même phénomène de départ, foyer inflammatoire de l'appendice, infection à salmonelle, mais également on peut l'élargir à yersignose, à d'autres bactéries, vont faire le lit, vont annoncer une vraie maladie inflammatoire. Donc ici, vous parlez vraiment d'inflammation, du coup, et vous parlez d'analogies qu'on pouvait faire, ou en tout cas de liens étranges entre différentes pathologies. Vous parlez aussi dans le livre à un moment des personnes hypermobiles qui font des entorses peut-être à répétition, qui auraient plus souvent cette inflammation intestinale que vous décrivez. Oui. Ça vient d'où? Ah oui, ça c'est très très bien de le souligner parce que je crois que c'est la grande découverte que j'ai faite en 2016. Oh, je ne suis pas le seul. En 2011, les pédiatres avaient remarqué que des enfants qui avaient un syndrome d'Ehlers-Danlos, vous savez, cette maladie où on a beaucoup de luxations, d'entorses, des problèmes pour tenir ses articulations, eh bien, faisaient plus souvent que les autres une maladie cœliaque. Eh bien, je me suis intéressé à cela avec une étudiante en pharmacie, Lauriane Louvrier, et nous avons pu montrer en 2016 que les gens qui étaient hyperlaxes, j'ai appris plus tard que dans la littérature, on les appelait hypermobiles. Donc, ça me va très bien. Il y a un terme qui n'est pas le mien, hypermobile. Ces gens-là avaient le leaky gut. Qu'est-ce que c'est le leaky gut? Intestin poreux, perméable, qui est le point commun de toutes les maladies inflammatoires de l'intestin. C'est-à-dire que les cellules de l'intestin ne se tiennent pas les unes aux autres et ça va créer des pathologies, notamment des passages de métaux lourds entre les cellules, voire même des parasitoses, etc. Donc, cette particularité du tissu conjonctif va faire le lit de cette intolérance aux protéines de lait de vache, et je vous expliquerai comment je peux la définir, et cette intolérance au gluten. Et donc, ensuite, l'entérite microscopique. Donc oui, si vous êtes hypermobile, si vous êtes hyperlaxe, notamment lorsque vous êtes capable de ramener le pouce pratiquement parallèle à votre avant-bras en laissant tomber la main comme ça, ou si vous avez un génuvalgum, c'est-à-dire votre jambe qui part un petit peu, non plus dans la ligne droite des cuisses, si vous avez un pectus excavatum, un petit creux au niveau du pectus, d'autres signes dont on voit les photos dans le livre, si vous avez ça, vous êtes à haut risque de développer une maladie inflammatoire de l'intestin. Alors, qu'en est-il du vrai Crohn? Eh bien, dans le Crohn, on parle de tendinite. On ne parle pas d'hyperlaxité vraiment. On en parle dans la maladie cœliaque. Donc, ça nous ramène, nous, l'entérite microscopique est très étroitement liée au gluten. Donc, ça va.
mais à la maladie non cœliaque due au gluten. Donc oui, laxité gluten, au travers de soit la maladie cœliaque, soit la maladie non cœliaque, et à ce moment-là, on peut voir sur la peau les signes de cette intolérance. Et donc, on peut penser qu'il y a bien une maladie inflammatoire plus loin. Donc c'est vraiment cette inflammation, cette porosité intestinale dont vous parlez. Est-ce que ça peut aller plus loin, que ce soit au niveau, là vous parlez pas mal au niveau de la peau, mais est-ce que ça peut avoir des impacts, des effets ailleurs, que ce soit au niveau du cerveau, plutôt avec des symptômes qui vont plutôt être mentaux, que ce soit le brouillard mental ou encore les troubles de l'humeur ou autres dont on parle beaucoup, en lien avec cette porosité? Oui, parce que ce tissu conjonctif, il va être partout. Et je l'imagine dans le cerveau. J'imagine le cerveau étant un encéphale entouré, traversé de travées conjonctives. D'ailleurs, certains auteurs ont dit, attention, it's not in your mind. Gluten, it's not in your mind. Attention, les gens qui ont une intolérance au gluten, c'est pas dans leur tête. Ils ont vraiment une souffrance. D'autre part, quelqu'un a dit, leaky gut, leaky brain. Cette formule me plaît beaucoup. Cerveau poreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une sensibilité, une fragilité du cerveau. Et en effet, les personnes qui ont cette douleur, ces symptômes-là, ont une sensibilité cérébrale, c'est-à-dire tendance à la dépression, caractérisée avec les questionnaires classiques que les psychiatres ont mis en place, questionnaire de Hamilton, questionnaire de Beck. Donc il y a une souffrance morale. Et c'est pourquoi il ne faut pas l'abandonner, ces gens avec simplement le diagnostic, c'est dans votre tête, revenez me voir dans 5 ans. Non, ce n'est pas possible. Il faut s'en occuper, puisqu'ils ont une souffrance morale, un syndrome dépressif. Et on sait que ce syndrome dépressif, dans le cadre d'une maladie de l'intestin telle que celle-ci, pourrait conduire à des maladies neurodégénératives, comme le professeur Aubry de Genève l'a parfaitement démontré, de type maladie d'Alzheimer, démence ou maladie de Parkinson. Donc, il y a tout un lien dans le tissu conjonctif. Et puis, ces personnes ont mal au tendon, mal aux ligaments. Lorsqu'on leur demande est-ce que vous avez pas mal à la nuque, ils ont mal partout. Et souvent, on va confier ces personnes à des posturologues pour essayer d'améliorer la situation. Oui, alors que pour vous, c'est plutôt vraiment une inflammation qui peut passer à travers ce tissu conjonctif qui ne serait pas aussi imperméable que Oui, il y a chez deux une autre choses, personne. effectivement. Et vraiment, vous avez lu le livre vraiment en profondeur. Il y a une chose qui est importante. À la fois, il y a le tissu. Ça serait intéressant d'analyser au microscope ce tissu conjonctif qui fait les tendons, les ligaments. Il est particulier, il est plus sensible, plus fragile. Mais également, on a montré que ce fameux gluten était capable d'abîmer l'intestin et même de traverser l'intestin pour aller se rendre, rendez-vous compte, dans le cerveau et dans les ligaments. Ça peut paraître, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais peut-être souri en disant comment est-ce possible? Ben non, les chercheurs ont pu démontrer cela et que les douleurs ostéotendineuses musculaires que les personnes ressentent vont disparaître au bout de 4 semaines de suppression du gluten. Et ça, c'est remarquable. Les personnes vous le disent, je n'ai plus mal aux articulations, aux tendons, et en même temps, je n'ai plus mal au ventre. Donc, chez une personne sur laquelle on travaillerait sur cette porosité intestinale et où on peut vraiment rendre une paroi plus perméable à tout ce qu'elle côtoie au quotidien, c'est là où on pourrait voir un impact plutôt à distance sur ces douleurs, sur cette peau. Tout à fait. C'est pourquoi on en tient compte. Une fois qu'on a traité ce qui se passe dans cette muqueuse pathologique, donc leaky gut, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des carences. Et ça, c'est très important. Une carence en vitamine B12. C'est quand même quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau de l'iléon, la dernière partie de l'intestin grêle. On est bien dans l'intestin. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas une maladie intestinale du petit intestin quand la vitamine B12 est basse? Certes, ça peut être une maladie auto-immune de l'estomac, maladie de Birmer. Certes, ça peut être un manque de sucre pancréatique, mais dans les deux cas, c'est quand même des situations plutôt annexes. Mais la cause principale, c'est une maladie de l'iléon. Et même si on ne voit rien, même si l'endoscopiste a cathétérisé l'iléon, a fait une biopsie, il ne voit rien. Il se passe bien quelque chose ici, puisque sur ces 20 ou 30 cm, la vitamine B12 n'est pas absorbée. Donc, il y a une entéropathie de l'iléon. Auparavant, on appelait l'iléon
l'inflammation de l'iléite et l'iléite, maladie de Crohn. Aujourd'hui, on n'ose plus le dire. Bon, donc il se passe quelque chose au niveau de ce petit intestin, la vitamine B12 est basse. Donc on va s'en occuper. On va s'occuper de quoi? Des parasites. Parce que oui, j'ai pu démontrer que chaque fois qu'on a l'intestin enflammé, il y a des parasites. Alors qu'on les a niés pendant longtemps. Mais non, les parasites sont là, et quand on traite les parasites, on améliore spectaculairement les patients de leurs symptômes de parasites, c'est-à-dire des mangeaisons, pseudocystite, pseudomycose pour les femmes, prurite anale, des mangeaisons dans les oreilles, etc., dans le cuir chevelu, etc. Mais on améliore aussi les douleurs abdominales. J'ai vu plein de personnes qui m'ont dit, une fois les parasites traités, je n'ai plus mal au ventre. Et puis on améliore les symptômes psychiques, c'est-à-dire ce brouillard cérébral qu'ont beaucoup de ces patients, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui sont la tête dans la brume. Le fait de traiter les parasites va les améliorer. Donc, on a notre fameux syndrome, on arrête le lait de vache, le lait, le beurre, les yaourts, les petits suisses, le fromage, la crème. Il ne s'agit pas simplement de supprimer le lait. On supprime le gluten, en gros le pain, les gâteaux, les pâtes, les pizzas, mais bien évidemment tout ce qui est à base de gluten, l'avoine y compris, la bière, le whisky, tout ce qui comporte des éléments qui sont proches du gluten. Et ensuite, on va corriger les déficits. On va traiter les parasites et on va aussi voir s'il n'y a pas l'hélicobactère. Parce que dans cette circonstance, la muqueuse est tellement enflammée depuis le haut jusqu'en bas, ça part même de l'estomac, qu'on a parfois l'hélicobactère qui est collé dans la muqueuse. Et d'ailleurs, des études ont dit, si vous avez de l'hélicobactère, méfiez-vous, vous avez peut-être une Mickey. Donc tout ça, alors d'autres ont dit non, c'est pas possible. Mais vous savez, quand il y a le pour et le contre, le pour a souvent raison. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et ensuite, pour en venir à votre proposition, oui, on va essayer de corriger le leaky gut. Avec des produits comme glutamine, par exemple, L-glutamine, par exemple. Oui. Donc voilà, si on prend en charge tout cela, eh bien, on arrive chez 80-90% des personnes à vraiment faire disparaître les symptômes. Vraiment en travaillant cette paroi intestinale. En comprenant ce qu'il peut y avoir à ce niveau. Mais ce qui est assez dingue, c'est que vous êtes dermatologue à la base, et donc ici, c'est via la dermatologie en fait que vous avez pu voir ce qui se passe en fait à l'intérieur. Ne dites pas ça fait trop plaisir à d'autres, parce que certains disent oui, les dermatos, qu'est-ce qui se mêle? Non, je suis autant spécialiste en médecine interne que je ne suis dermatologue. J'ai les deux spécialités reconnues par l'ordre des médecins et par mes pairs et par mes examens. Donc je fais de la médecine interne et je fais de la dermatologie. Alors quand vous êtes spécialiste en médecine interne, c'est plus facile de faire de la dermatologie puisque la plupart des maladies de peau viennent d'une cause interne. Par contre, si vous ne regardez la peau que la peau, c'est comme si le plombier venait chez vous et regardait la flaque d'eau sans faire le tour des tuyaux ou du toit. Donc voilà. Donc oui, non, c'est vraiment ma spécialité de médecine interne qui me conduit à parler de ça. Mais les signes que j'ai découverts sur la peau, oui, c'est mon sens de dermatologue qui m'a permis de les regarder. Voilà, c'est là où c'est bien que vous avez rectifié aussi. Mais en effet, c'est là où je voulais en venir, que du coup, c'est grâce à cette spécialité aussi en dermatologie que vous avez pu observer en fait des signes plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quels sont parce que vous en avez déjà cité quelques-uns. Maintenant, pour faire le lien directement avec l'inflammation intestinale, quels sont les grands signes que vous voyez généralement? Alors, ces signes sont incroyables. Ils sont vraiment spécifiques. Quand vous regarderez les photos, c'est incroyable. Les personnes qui ont cette sensibilité à l'égard du gluten, ça se voit tout de suite au moment où la personne s'allonge. Vous voyez sur les cuisses une kératose folliculaire. C'est-à-dire que tous les petits poils sont turgescents. Ils le sont même turgescents en donnant une pseudo-chair de poule au moment où la personne s'allonge. Puis ensuite, ça s'aplatit un petit peu, c'est un peu dynamique. Et on le verra néanmoins, mais moins quand la personne est allongée. Donc cette kératose folliculaire est caractéristique de l'intolérance au gluten. Et ensuite, vous allez voir, vous allez confirmer chez cette personne qu'elle est hyperlaxe. Immédiatement, vous vous précipitez vers le poignet et vous démontrez ça. Ou alors en allongeant le bras, on allonge le bras à plus de 180 degrés. Et puis ensuite, on va voir d'autres signes caractéristiques qui sont incroyables. Au niveau des genoux, il y a des personnes qui ont ça depuis des années sans s'en rendre compte. Au niveau des genoux, il y a une hyperkératose finement striée ou grossièrement striée avec des stries. C'est incroyable. Quand on voit ça, on dit, mais c'est curieux. Je n'ai jamais fait attention à cela.
Est-ce que c'est parce que je me mets à genoux, me dit le musulman? Je dis non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est parce que je me mets à genoux, me dit le plombier? Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une dermatose particulière, une hyperkératose striée des genoux. Et vous avez au niveau des coudes, alors là, les personnes l'ont remarqué, les femmes notamment, qui se touchent la peau plus volontiers que les hommes, ont remarqué que la peau du coude était plus rêche, plus épaisse. Et si on vous dit ça et que vous êtes hyperlaxe, vous êtes sûr que vous avez déjà l'intolérance au gluten non cœliaque. Celle où les anticorps antitransglutaminases sont négatifs ou à des taux très très bas. Mais ne cherchez pas ces anticorps. Les signes sur la peau, c'est comme si c'était écrit sur la personne, vous êtes intolérant au gluten. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avancer, travailler ensemble, que plusieurs médecins qui partagent ma vision des choses viennent m'apporter leur vision également et qu'on puisse avancer dans l'intérêt des malades. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir des patients à qui on a dit pendant 15 ans, vous avez rien, ils souffrent ces gens-là. Ils ont vu des médecins d'autres, donc on peut pas nier qu'ils souffrent. Et ils arrivent chez vous, vous faites le diagnostic qui est le mien, vous traitez et ils vont bien et ils vous l'écrivent. Merci, et ils l'écrivent partout. On peut vraiment, et c'est pas un malade au hasard, c'est 80% des personnes que je traite qui vont me dire merci, c'était efficace. Quelqu'un qui nous écoute et qui se reconnaît dans ce qu'on raconte ici, dans ce qu'on décrit, qu'est-ce qu'il fait en premier? Alors, on peut parler des anamnèses. Donc, ce sont des personnes, selon moi, qui sont plutôt hyperlaxes. Donc, ils ont fait des entorses, peut-être des luxations, ils ont mal au tendon, aux ligaments, et puis ils sont capables d'être un petit peu laxes, ou laxes des jambes, etc. Ils peuvent voir d'ailleurs les photos dans le livre. D'autre part, ils ont un passé particulier. Ces gens-là, pas toujours, mais 80% ont eu des régurgitations quand ils étaient petits, des coliques du nourrisson, des angines et des otites. Et on a arrêté le lait de vache. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et quand on l'a pas arrêté, il faut l'arrêter. Parce que le lait de vache, ce sont les symptômes d'une maladie que j'appelle la maladie de Rancé, du nom du docteur Fabienne Rancé, qui a parfaitement démontré, elle était de Toulouse dans les années 80, que tous les enfants constipés ou qui avaient ce type de symptômes étaient intolérants aux protéines de lait de vache. Et quand vous dites ça à un adulte, il dit « Ah oui, moi je peux pas boire de lait de vache ». Mais il a oublié qu'il y avait le fromage, le beurre, les yaourts, les petits suisses, la crème. Et donc, il faut lui dire qu'il arrête ça. Ensuite, vous allez l'examiner. Vous allez trouver les fameux signes de l'intolérance au gluten. Vous allez lui poser quelques questions. Est-ce que vous avez le rhume des foins? Quand on a le rhume des foins, on a une intolérance au gluten si on a des symptômes digestifs. Voyez-vous? C'est des auteurs qui l'ont dit. On va voir dans la biologie parfois des IgE contre la fléole des prés, donc les graminées. Donc ça nous apporte de l'eau à notre moulin. Et puis, vous allez faire des dosages biologiques. Il va y avoir des carences. Vitamine A, par exemple, qui est absorbée justement au niveau de l'iléon. Vitamine B9, qui est absorbée au niveau du jéjunum. Vitamine B12 au niveau de l'iléon. C'est étonnant quand même qu'on trouve quand même des malabsorptions de substances qui forcément sont absorbées au niveau de l'intestin grêle. Et puis ensuite, des marqueurs biologiques d'inflammation intestinale. Lesquels? Le lysozyme. C'est un vieux marqueur, certes on s'en sert plus, mais c'est quand même mieux que la protéine C réactive, qui n'est pas spécifique. Une polyarthrite, la protéine C va être augmentée, une maladie de Crohn, ça va être augmentée. Là, c'est spécifique de l'intestin et du petit intestin. Le lysozyme, qui au lieu d'aller de 7 à 12, va être à 12,8, 13, parfois 18, mais parfois 12,3, ça suffit. Et l'alpha-2 macroglobuline, qui est une protéine particulière, elle baisse. Parce qu'il y a une exsudation protéique. Il y a une entéropathie exsudative. Et dans la biologie, vous voyez cela, donc vous ne pouvez pas dire que la biologie est normale. Vous voyez sur l'électrophorèse une hypogamma-globulinémie. Les gamma-globulines sont basses. Et vous voyez une lymphopénie. Les lymphocytes sont bas. Ces deux critères montrent qu'il y a une entéropathie exsudative. La muqueuse, elle suinte. Donc il y a bien une muqueuse qui est glaireuse, qui suinte. Et donc vous voyez en plus les marqueurs inflammatoires, lysozyme élevé, alpha-2 bas. Donc, avec tout ça, vous avez de quoi faire un diagnostic et vous dites au patient, je vous traite les parasites, parce qu'il y a les parasites, bien sûr, les démangeaisons, les pseudocystites, les pseudomycoses. Je vous supprime pour le moment le lait de vache et le gluten et vous me rappelez dans 3 semaines. Et 3 semaines après, la personne vous dit, c'est fantastique. Mes douleurs ont disparu, mes migraines ont disparu, parce que les migraines sont souvent liées à cela, etc. Et là, vous analysez le bilan. Et dans le bilan, vous allez trouver aussi des choses que je dose. Par exemple, la carnitine,
qui n'est rarement dosée. La carnitine est basse au moins une fois sur 2. C'est quoi la carnitine? C'est un acide aminé indispensable qui, lorsqu'il est bas, peut créer une mort subite et des troubles du rythme cardiaque. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des maladies cœliaques ou des maladies non cœliaques qui auraient fait des morts subites? Si c'est le cas, il faut s'y intéresser à la carnitine. Donc, grâce au fait que je valide qu'il y a bien une maladie de l'intestin avec des malabsorptions, on va même trouver des baisses de certains acides aminés qu'il faut absolument corriger. Et en corrigeant cet acide aminé, on protège la personne d'une mort subite ou d'un arrêt cardiaque et on lui fait aussi disparaître les douleurs, les céphalées, puisque une des causes des céphalées, c'est aussi le déficit. Quand vous parlez, super intéressant, quand vous parlez justement de déficit dans toutes ces vitamines, aujourd'hui on vit quand même dans un monde où on a une agriculture qui a été fort transformée, une façon de se nourrir qui a un peu évolué. Maintenant, la tendance revient un petit peu, mais qui a été fort importée des États-Unis avec ce fameux Western Diet. Est-ce que tout ça pourrait pas aussi expliquer un petit peu ces carences, ou c'est vraiment quelque chose de séparé selon vous? Non, vous avez raison. Il y a des carences qui sont liées à la nourriture, qui n'est, par exemple, pour la vitamine B9 en particulier, je pense que la nourriture n'est pas suffisamment riche. Mais vous avez aussi des déficits en vitamine C, parce que les fruits ne comportent plus le taux de vitamine C qu'ils devraient. Une orange, semble-t-il, contenait 400 mg de vitamine C il y a 50 ans, elle en contiendrait 40 aujourd'hui. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, mais néanmoins, puisque je vois d'autres malades qui ont d'autres maladies neurologiques, maladies cutanées, indépendamment de l'intestin, chez qui je fais des mêmes dosages, ceux-là n'ont pas les déficits que j'observe. Je les observe que vraiment chez ceux qui ont la maladie de l'intestin, l'entérite microscopique. Donc, si on aligne tous les déficits, tous les marqueurs inflammatoires, lysozymes, etc., on peut pas dire qu'il n'y a rien. Alors à ce moment-là, on doit discuter quelle est la cause de ça. Si on ne veut pas que ce soit l'entérite microscopique, qu'on me dise quelle est la cause. Vous avez dit, on arrête le gluten et le lait de vache pour le moment. Ça me fait penser un peu à deux questions. De un, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez à tout le monde ou c'est plutôt sur des profils spécifiques? Et est-ce que c'est quelque chose dans la maladie non cœliaque, du coup, qui est à vie ou quelque chose qu'on essaie de réintroduire une fois qu'on a peut-être un peu travaillé sur cette porosité? Il faut pas être systématique. Il y a eu un jour dans le journal Le Monde, d'ailleurs dans le livre, je cite la référence, un article un dimanche qui disait le régime sans gluten ne sert à rien. Mais il manquait le reste de la phrase. Ne sert à rien chez les personnes qui ne sont pas sensibles au gluten, bien évidemment. Donc on va pas dire à tout le monde supprimer le gluten, supprimer le lait de vache. Non, ça serait ridicule. Et je ne dis pas ça. En revanche, quand vous avez tous les signes de l'intolérance au lait de vache, vous êtes constipé, vous avez eu les régurgitations, vous avez eu les otites, vous avez été opéré des amygdales, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes bien intolérant au lait de vache, faut le supprimer. Et quand vous avez tous les signes de l'intolérance au gluten, les signes que nous avons vus, faut bien le supprimer. En le supprimant, la personne, vous vérifiez qu'elle va mieux. Parce que c'est comme ça que la médecine, on soustrait, ça va mieux. On réintroduit, ça va pas bien. Les personnes peuvent s'amuser à réintroduire, ils iront pas bien. Mon idée, c'est que, ne s'agissant pas d'une maladie cœliaque, mais d'une maladie non cœliaque, on pourrait peut-être réintroduire. Mais réintroduire un gluten de qualité. Aujourd'hui, quand on voit la qualité du gluten, pose des problèmes. D'ailleurs, j'en parle dans le livre également. Pourquoi, depuis 2010, on a un gluten de cette qualité-là, aussi déplorable, qui crée des maladies? Faut bien le reconnaître, il s'est passé quelque chose en 2010. Si bien que le docteur Volta, en 2012, a commencé à attirer l'attention de tout le monde en disant « Attention, il y a des maladies que je voyais pas avant. Maladies neurologiques, maladies cutanées, maladies gastro-intestinales. Est-ce que ça serait pas le gluten ?» dit-il, avec beaucoup de prudence. Puis ensuite, il dit « Peut-être c'est une histoire de mode. » Et ils ont eu beaucoup de difficultés dans ces années 2010 jusqu'à 2015 pour parler de cela, parce que on pouvait les montrer du doigt. Oui, vous faites le procès du gluten, mais de quel droit, etc. Mais non, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des livres entiers qui parlent de ce gluten. Une cause première d'épilepsie aujourd'hui, on peut pas le nier. Et quand vous avez eu des patients épileptiques à qui vous avez supprimé le gluten et qui ne font plus de crise d'épilepsie, et qui ont réintroduit, qui ont refait des crises, c'est quand même des choses importantes. Il y a des associations, en Suisse, Télior, par exemple, des associations professionnelles avec des médecins, des professionnels de santé qui s'occupent de tout ça. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a des personnes sensibles à ce gluten particulier qui n'est plus le gluten d'antan.
Et comment est-ce qu'on, voilà, pour quelqu'un qui voudrait arrêter le gluten ou qui voudrait peut-être tester avec un autre type de gluten ou réintroduire un gluten de qualité, comment est-ce qu'on fait pour différencier un bon d'un mauvais gluten? Où est-ce qu'on va Alors, trouver ça? pour cette intolérance non cœliaque au gluten, on autorise néanmoins des toutes petites quantités de gluten qu'on va trouver dans le pain ou dans la farine de petite épeautre. Mais toutes les autres farines, seigle, épeautre, etc., sont encore trop riches en gluten. Il faut qu'on ait vraiment un arrêt pour voir le résultat. Si vous continuez à prendre du gluten, vous verrez pas du bien-être. Bon. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on espère qu'au bout d'1 an d'arrêt, on puisse réintroduire petit à petit, après avoir restauré la fonction barrière. Sauf que ce sont les patients qui ne veulent plus réintroduire. Ils ont vu un tel changement dans leur vie que la contrainte n'y est pas. Prendre du fromage de chèvre, ça leur va très bien. Des yaourts au soja, ça leur va très bien. Du beurre dans les boîtes, du beurre végétal, ça leur va bien. Et de ne pas prendre du gluten, mais ils sont tellement mieux que quand on leur dit, écoutez, maintenant, essayez de réintroduire, ils ne le font pas. Sauf un petit garçon que j'ai vu en consultation, 3 ans après, qui me raconte, il me dit, docteur, j'étais malade, j'étais tout petit, vous m'avez arrêté le gluten et le lait de vache. Oui, il avait tous les signes sur les genoux, sur les coudes. Il s'est mis à grandir. Donc attention, chez les enfants, ce régime-là, c'est un grand régime qui ne carence pas, qui corrige les carences, puisque vous enlevez les aliments qui abîment l'intestin. Donc cet enfant a grandi comme un champignon dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Et puis ensuite, 3 ans après, je lui dis, alors t'en es où dans ton régime? Docteur, tu m'as dit que je pouvais le reprendre au bout d'1 an, mais j'ai repris au bout d'1 an. Et il a repris son gluten et son lait de vache au bout d'1 an, et ça s'est bien passé. Comme quoi, il avait, a priori, restauré son intestin, qui se trouvait à nouveau assez solide pour faire face à ce gluten un petit peu difficile à digérer. J'ai quelques questions pour vous. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de poser un peu des questions sur des mythes et des idées reçues, des choses qu'on a probablement déjà un petit peu abordées ici, mais de manière peut-être plus succincte. On en a pas mal parlé, mais du coup, est-ce que le gluten peut vous rendre malade, même si vous n'êtes pas cœliaque? Ah oui, bien sûr. Puisqu'il y a la maladie cœliaque, il faut bien reconnaître qu'il y a énormément de maladies dues au gluten qui ne sont pas des maladies cœliaques, même qui ne sont pas des maladies non cœliaques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'entéropathie. Et il y a un livre de Julien Vernesson qui est remarquable, qui s'appelle Gluten, et qui est fabuleux, vous tournez les pages. D'ailleurs, comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans la littérature médicale, on voit des articles comme celui-ci, Current Evidence, je vais le dire en français, évidence actuelle, de l'efficacité du régime sans gluten dans le psoriasis. Ensuite, le même article, évidence actuelle de l'efficacité du régime sans gluten dans la sclérose en plaques. Et d'autres maladies. Et d'autres auteurs écrivent aujourd'hui, nous sommes capables de guérir, entre guillemets, ou suspendre un diabète en supprimant le gluten. Ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même intéressant. Donc oui, il faut aller regarder la littérature médicale. Celui qui ne regarde pas la littérature médicale et qui vient contester n'a pas la légitimité pour le faire. Il faut vraiment regarder les articles. Un problème de peau chronique, est-ce que ça peut venir de l'intestin? Bien sûr, on va pas dire tout, mais beaucoup d'urticaires sont liés à une intolérance au gluten. Les kératoses folliculaires, des gens qui ont des kératoses pilaires, ne savent pas comment faire. Regardons s'il n'y a pas derrière une intolérance au gluten. Il y a intolérance au gluten et conséquences. Par exemple, l'intolérance au gluten va faire que vous allez plus facilement attraper la bactérie de l'estomac, Helicobacter pylori. Et donc, cette association, gluten et Helicobacter, peut être une cause dans la rosacée, dans la pelade. Et effectivement, tous les cas de rosacée, des vrais rosacées, visage rouge que j'ai guéri, c'était en traitant l'une et l'autre. Les pelades également. Pelade, Helicobacter, lichen planus, même maladie, la même chose. Quelle est l'erreur que vous voyez le plus souvent chez les patients qui arrivent vers vous après des années d'errance? Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, mais ils sont désespérés. Et déjà, le fait de les écouter, c'est pour eux déjà un grand point. Donc, je les laisse parler et je prends des notes. Et au cours de leur discours, je vois toutes les raisons pour dire qu'ils ont une vraie maladie de l'intestin. Or, si on les coupe, par exemple, si ce monsieur dit « je suis constipé », non, la maladie de Crohn, c'est la diarrhée. Mais pourquoi ça? Non, la maladie de Crohn, c'est parfois des gens uniquement constipés. Les vrais Crohn, celui que défini par... Donc, si on limite à un symptôme, on verra pas les autres, donc on passe à côté. Donc, bien sûr, faut être très ouvert. On a des maladies de Crohn sans aphte, mais par contre, il y a des signes qui sont très importants, mais que on ne relève jamais. La monocytose, les monocytes
qui montent 900, 1000. Quand vous avez ça chez quelqu'un qui a mal au ventre, ça veut dire qu'il y a une maladie granulomateuse quelque part. Et si la coloscopie est normale, c'est qu'elle n'est pas dans le côlon, elle est où alors? Cette maladie granulomateuse, probablement dans la paroi du petit intestin, d'où le terme entérite microscopique. Si vous deviez corriger une seule idée reçue sur la perméabilité intestinale, ce serait laquelle? Une idée reçue sur la perméabilité intestinale, c'est le nom, j'aime pas. Leaky gut, intestin poreux, parce que c'est pas là le problème. Si, un petit peu, mais c'est surtout le dysfonctionnement de la muqueuse des cellules qui n'absorbent plus, alors que la porosité, c'est entre les cellules. C'est pas de l'absorption, c'est du passage. Et on parle moins de métaux lourds, mais ça, c'était une cause d'intoxication par les métaux lourds. Une cause de passage des parasites, bien sûr, qui circulent dans notre sang, comme on l'a vu. Donc, c'est le terme leaky gut qui est pas très heureux, me semble-t-il. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant de terminer, il y avait un passage dans le livre qui m'a marqué. Vous parlez d'une consoeur dermatologue qui avait une polyarthrite sévère et sous immunodépresseur depuis des années. Je trouvais que c'était un passage, je trouvais ça peut-être intéressant si vous pouvez peut-être Elle s'appelle Sabine, en parler. pour que vous sachiez qu'elle existe, et je souhaiterais que vous l'invitiez. Parce que c'est un grand médecin qui souffrait, en effet, on peut le dire parce que je crois qu'elle en a parlé dernièrement à un congrès, d'une polyarthrite rhumatoïde sévère, invalidante, et d'une sarcoïdose. On sait que l'association est connue. À l'époque, quand j'étais jeune interne, on se faisait un plaisir de connaître les noms propres des associations de maladies comme ça. Et puis un beau jour, on discute. Je suis persuadé que c'est moi qui l'ai fait prendre conscience que c'était le gluten et le lait de vache. Peut-être l'a-t-elle vu ailleurs, mais en tout cas, elle a vu qu'elle était intolérante au lait de vache et au gluten. Elle a arrêté. Le méthotrexate qu'elle recevait, l'Imurel, l'Endoxan qu'elle avait reçu, etc., les immunodépresseurs, elle a tout arrêté. Elle a guéri, alors qu'elle ne guérissait pas avec les traitements immunosuppresseurs. Et aujourd'hui, savez-vous ce qu'elle fait? Elle était dermatologue, elle a arrêté la dermatologie. Elle a fait un diplôme de micronutrition. Et maintenant, elle donne des conseils de micronutrition en consultation, mais également, elle conseille beaucoup de laboratoires qui sont dans ce domaine-là. Donc, Sabine, c'est un exemple vivant du rôle néfaste du lait de vache et du gluten et de tout l'intérêt de la connaissance de ce qu'on appelle la micronutrition. J'appellerais, moi, tout simplement la nutrition, parce que le terme est un peu réducteur, micronutrition. En effet. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre temps, pour ce livre ici que vous avez écrit. Qu'est-ce qui ne va pas dans mes intestins? On mettra le lien dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent se le procurer. Avant de vous laisser y aller, quel serait peut-être le mot de la fin que vous voulez laisser aux personnes qui nous écoutent, peut-être sur le livre oui, alors, ou sur le processus d'écriture du livre, peut-être. Oui, alors c'est un livre qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail. Je pensais pas que c'est pourquoi on a retardé la publication. C'est un peu de ma faute. L'éditeur l'attendait et puis, mais l'ordre de mes chapitres ne me plaisait pas. Je voulais que ça soit accessible à tout le monde, bien sûr aux médecins, mais surtout aux patients, parce que les médecins ils connaissent la médecine, ils n'ont pas besoin de me lire, mais les patients. Et donc j'ai dû adapter l'ordre des chapitres pour que ça soit parfaitement compréhensible. Et quand j'ai eu terminé ça, ça a été un grand ouf de soulagement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, oui, croyez bien qu'il existe des pathologies dont vous souffrez. Non, ce n'est pas dans votre tête. Quand vous vous grattiez partout, au point d'en pleurer, lorsque un jour j'ai croisé une dame qui a pleuré en me voyant, en me disant, mais je pleure parce que vous m'avez guéri de graves démangeaisons. Je dis, je vous connais pas, je vous ai jamais vu. Elle me dit non, mais j'ai lu dans votre livre que j'avais des parasites. Donc, cette femme, on lui avait dit qu'elle avait rien. Bien là aussi, si vous avez des douleurs dans le ventre, croyez bien que vous avez des pathologies et qu'il faut les chercher. Et là, je vous donne des outils pour le faire avec votre médecin. Et vous pouvez pas nier avec les éléments qui sont dans le livre que vous avez bien une maladie inflammatoire de l'intestin. Il suffit de les présenter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Merci beaucoup en tout cas. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés ici jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de son contenu ou qui aurait tout intérêt à lire ce livre. On a également regardé, on voit que 90% des personnes qui nous écoutent ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les nouvelles vidéos qu'on sort. Et je vous dis à bientôt.